Bon retour parmi nous. Nous retrouvons Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, pour discuter de la mesure dans laquelle Trump pourrait chercher une porte de sortie et de ce qu'il est prêt, je suppose, à sacrifier pour l'obtenir. Merci, comme toujours, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je t'en prie, Glenn. On dirait donc que le principal obstacle pour que Trump déclare la victoire et rentre chez lui serait qu'il ne saurait pas quoi faire à propos du détroit d'Ormuz. Mais il a maintenant tweeté que le détroit d'Ormuz n'est pas le problème de l'Amérique. Ce sont les pays de la région qui devraient s'en occuper. Comment évaluez-vous cela? Est-ce essentiellement une manière de tracer la voie vers une véritable sortie de crise en déclarant simplement que ce n'est pas le problème de l'Amérique? Ou bien est-ce plutôt une façon d'amener d'autres pays à se joindre aux États-Unis dans, disons, un effort désespéré pour rouvrir le détroit d'Ormuz? Wait a second, Glenn. Eh bien, attends une seconde, Glenn. Tu ne comprends pas que l'Amérique a remporté une victoire totale? Je veux dire, nous avons anéanti l'armée iranienne, la marine iranienne, l'armée de l'air iranienne. Pourquoi aurions-nous besoin d'autres pays? C'est une victoire complète des États-Unis. Oui, désolé. C'est juste que, tu sais, si les gens ne mouraient pas, s'il n'y avait pas autant de morts et de destruction et toute la souffrance qui attend le reste du monde, des gens vont mourir de faim, des gens vont mourir dans d'autres pays à cause des conséquences de la hausse des prix du gaz, de l'augmentation énorme du coût du gaz et du gaz naturel liquéfié, ainsi que du manque d'engrais et de l'impossibilité de produire de la nourriture. Donc ce serait comme un sketch des Monty Python, parce que Donald Trump est tellement schizophrène sur toute la ligne. Il est coincé. Il croyait sincèrement, entre lui et Bibi, que le Mossad avait recruté, apparemment, Ismail Qani, le chef des gardiens de la révolution islamique. Il pensait donc avoir un informateur de l'intérieur qui allait arranger les choses pour eux, car c'est exactement ainsi que Trump avait gagné au Venezuela. Je sais avec certitude qu'il y avait 3 informateurs, issus de l'équipe de sécurité de Maduro, etc., qui coopéraient avec les autorités américaines et planifiaient l'opération afin que nous puissions entrer et sortir sans pertes humaines importantes. C'est exactement ce qu'ils prévoyaient avec l'Iran. Ils pensaient vraiment que cela allait se produire. Et tu sais, lorsqu'ils ont lancé cette guerre d'agression, et je te laisse en tant qu'historien rappeler combien de pays ont mené des guerres d'agression, ce qui, lors du procès de Nuremberg, constituait l'accusation de conspiracy. Les États-Unis, en menant cette attaque contre l'Iran et en sous-estimant grossièrement les capacités iraniennes, ont allumé un feu qu'ils ne peuvent pas éteindre. Je suis sûr que quelqu'un, au sein de la communauté du renseignement, a fait une évaluation correcte pour déterminer si l'Iran pouvait fermer le détroit d'Ormuz. Et si oui, quelles en seraient les conséquences? Mais je ne pense pas que quiconque, même jusqu'à Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, ait eu la moindre idée, jusqu'à ce que cela se produise. Et puis tout à coup, ils ont découvert, oh mon Dieu, que 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole provient du Golfe Persique, et que cela ne sort plus. 25% du gaz naturel liquéfié mondial en provient également, et il est principalement destiné à l'Asie. C'est coupé. Et ensuite, les engrais, 35%. Ainsi, le Golfe Persique représentait, après la Russie, le plus grand fournisseur d'engrais au monde. Eh bien, nous sommes maintenant en pleine saison des semis dans l'hémisphère nord, et il n'y a pas d'engrais. Les stocks sont rares, et les prix s'envolent. Toute cette situation dans le détroit d'Ormuz a donc déclenché le début d'une récession économique. Et j'entends encore certains commentateurs dire « Oh, nous verrons si cela va provoquer une récession ». Non, c'est déjà en train de se produire. Puis ils disent « Oh, nous allons essayer de maintenir les prix sous contrôle ».
Là où je vis en Floride, juste au sud de Tampa, le prix de l'essence depuis le 28 février, donc maintenant nous en sommes à la 4e semaine, a augmenté d'$1, soit 25%. Et du côté du diesel, il a augmenté de $2. Which is 25%. Well, and on the diesel side, it's gone up $2. Those costs, once they hit the economy and start working Ces coûts, une fois qu'ils auront touché l'économie et commencé à se répercuter, entraîneront une hausse des prix généralisée. Et il n'y a absolument aucune preuve que cela va se terminer de sitôt. Voici donc Trump, après avoir affirmé qu'ils allaient simplement éliminer l'Iran. Au lieu de cela, l'Iran, dans l'heure qui a suivi l'attaque du 28, a commencé à frapper systématiquement des installations militaires américaines. Et selon des rapports récents de la presse, l'Iran a mis hors service 10 systèmes radars extrêmement coûteux. Ces systèmes radars coûtent au minimum $500 millions. Certains dépassent le milliard. Ce n'est donc pas comme s'ils en avaient un de rechange dans l'entrepôt. Oh, va le chercher et on le branchera. Non. Les États-Unis essayent de compenser en utilisant des avions AWACS pour assurer une partie de la couverture radar. Mais ils ont perdu un atout important. Et puis, la base de la 5e flotte à Bahreïn, pratiquement détruite. Ils ont dû relocaliser le personnel et les avions de la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite. C'est trop dangereux là-bas, alors ils l'ont déplacé plus à l'ouest, toujours en Arabie Saoudite. La guerre est désormais devenue un fardeau politique pour Donald Trump. 4 jours avant de la lancer, il prononçait le discours sur l'état de l'Union, se vantant du fait que les prix de l'essence étaient si bas. Nous ne sommes pas comme ce fou de Joe Biden, nous n'augmentons pas vos prix de l'essence. Il a parlé trop vite. Les prix montent chaque jour. Vous savez, je suis allé, voyons, aujourd'hui c'est samedi. Donc jeudi, je suis allé à la station-service et le prix était de $3,44. Le lendemain, vendredi, j'y suis retourné pour vérifier et c'était monté à $3,55 ou $3,54. Donc vous voyez, 10 cents en un jour. Donc Trump cherche une porte de sortie. Et on l'a entendu dans certains de ses commentaires d'hier dire « Oh oui, nous avons anéanti leur force aérienne. Nous avons vraiment atteint tous nos objectifs militaires. » Je peux donc le voir essayer de préparer un plan de retrait, et il semble qu'il le coordonne avec Bibi Netanyahou, car Netanyahou a déclaré jeudi presque exactement la même chose. Nous avons mis fin à la capacité de l'Iran d'enrichir de l'uranium et nous avons détruit leurs missiles balistiques ainsi que leur capacité de production. Des déclarations assez catégoriques. Maintenant, ce n'est pas vrai, mais je peux voir Trump et Bibi Netanyahou essayer de dire « D'accord, comme nous l'avons fait avec les Houthis en mer Rouge en mai dernier, eh bien, les Houthis ont capitulé, nous nous retirons. » Un seul problème, l'Iran ne joue pas le jeu. Iran ain't playing along. Iran's not going to give up the Strait of Hormuz. L'Iran ne va pas abandonner le détroit d'Ormuz simplement parce que les États-Unis et Israël déclarent qu'ils ne veulent plus se battre. Non, ils vont continuer à se battre jusqu'à obtenir une reddition effective d'Israël et des États-Unis. L'Iran veut une garantie absolument solide qu'il ne sera plus jamais attaqué. Et à cette fin, il semble que la Russie soit désormais impliquée, essayant de jouer un rôle de médiation. Mais l'Iran reste ferme sur ce point. L'Occident pense pouvoir les intimider, les contraindre, et qu'il dispose de la puissance militaire nécessaire pour les vaincre. Ce n'est pas le cas. Oui, nous pourrions vaincre l'Iran, nous pourrions le dévaster, mais au prix d'1 million de vies perdues, un coût inacceptable en termes de victimes comme de pertes matérielles. Je ne pense pas que le peuple américain ait l'estomac pour cela. Les Iraniens, cependant, l'objectif qu'ils se sont fixé, c'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères a déclaré « Nous ne voulons pas de cessez-le-feu, nous voulons un règlement politique. »
Et ce règlement signifie que les États-Unis doivent quitter la région avec leurs alliés. Maintenant, on pourrait dire en termes simples que cela pourrait être accompli en bombardant les différentes bases militaires américaines dans la région. Mais il semble qu'il se passe autre chose qui rend le détroit d'Ormuz particulièrement important. C'est tout le concept de ce que nous voyons actuellement avec cet accès sélectif, voire la nationalisation du détroit d'Ormuz, en établissant un couloir séparé dans les eaux iraniennes que les autres ne seraient pas autorisés à utiliser. Oui, oui. S'ils font cela, cela signifie que les Iraniens peuvent essentiellement dire aux États du Golfe, si les États-Unis partent et laissent le détroit d'Ormuz à l'Iran, alors l'Iran peut dire aux États du Golfe que si vous voulez passer par ici, vous devez d'abord expulser les Américains de votre territoire. Ils peuvent leur imposer une taxe. Et il y a eu certains rapports indiquant qu'ils facturent déjà le passage sécurisé. Ce serait en quelque sorte les réparations pour avoir aidé les Américains dans l'attaque contre l'Iran. Et certains suggèrent également que les Iraniens pourraient exiger que les États du Golfe, s'ils veulent utiliser le détroit d'Ormuz, soient au moins payés en yuan ou dans une autre devise. En d'autres termes, qu'ils mettent fin à tout le système du pétrodollar. L'idée que Trump puisse simplement dire « Eh bien, ce n'est pas notre énergie » semble une version simplifiée, car ce que cela impliquerait serait l'expulsion des États-Unis du Moyen-Orient, ce qui constituerait un tournant assez spectaculaire. Je me demandais, pensez-vous que cela soit envisageable? Parce que, eh bien, si les États-Unis ne suivent pas, cela ne reviendrait-il pas simplement à une autre guerre sans fin pour nous? Yes, yeah, yeah. I believe that Iran Oui, can endure oui, this oui. war a lot longer than the United Je States. pense que l'Iran peut supporter cette guerre bien plus longtemps que les États-Unis. Je veux dire, Donald Trump, voyons, nous sommes en mars, il lui reste 8 mois avant les élections de mi-mandat. Et quand ces élections auront lieu, je pense qu'il est largement prévu que non seulement les démocrates prendront la Chambre des représentants, mais qu'ils remporteront aussi le Sénat. Et à ce moment-là, toute l'attention sera portée sur la destitution de l'administration Trump. Je pense que si c'est le cas, il sera acculé politiquement, et il a ignoré les avertissements qu'il avait reçus du Conseil national du renseignement et apparemment du général Kane, qui disait en substance « Je ne suis pas sûr que nous puissions y arriver ». Et voici les problèmes. Il ne voulait pas écouter. Et ce n'est pas inhabituel. Ce n'est pas propre à Trump. Depuis des décennies, des présidents américains ont ignoré les analyses et évaluations de la CIA. Mais maintenant, cela coûte à Trump. Et son équipe continue de faire semblant que l'inflation n'augmente pas, que ce n'est que temporaire. Ce n'est pas temporaire. Ils oublient la taille de l'Iran et ils ont une vision tellement simpliste. Ils ne regardent vraiment pas l'histoire et ne la comprennent pas quand il s'agit de guerre. J'ai essayé d'établir un parallèle avec le bombardement du Japon par les États-Unis en 1945, qui s'est étendu sur une période de 6 mois. Et ce bombardement à lui seul n'a pas provoqué l'effondrement et la reddition du Japon, même si c'est ainsi que l'histoire est racontée dans les écoles américaines, que c'est le largage des bombes atomiques qui aurait poussé le Japon à dire « Oh mon Dieu, nous abandonnons ». Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est l'entrée de l'armée soviétique dans la bataille qui a finalement convaincu les Japonais. D'accord, nous devons nous rendre. Mais voilà, au Japon, les États-Unis ont tué plus de 700 000 personnes en 6 mois, et cela n'a toujours pas provoqué l'effondrement du pays. Eh bien, Dieu merci, les États-Unis et Israël n'ont pas tué des dizaines de milliers d'Iraniens jusqu'à présent. Mais même s'ils l'avaient fait, l'Iran aurait encore les moyens de continuer à se battre. Et au bout du compte, on ne prend pas le contrôle de ces pays tant qu'on n'a pas mis des bottes sur le terrain.
des troupes aux commandes, et les États-Unis n'ont pas la force militaire nécessaire pour le faire. C'est toujours dangereux d'inventer, tu sais, ce récit héroïque de guerre après coup. C'est d'ailleurs quelque chose contre quoi l'ambassadeur Jack Matlock a également mis en garde. On peut en observer beaucoup. Pourtant, par exemple, la crise des missiles de Cuba, la manière dont elle a été présentée au public américain pendant, 2 décennies. Comme si c'était simplement les États-Unis, tu vois, qui faisaient face aux Soviétiques en disant « Eh bien, si vous franchissez cette ligne, on va, tu sais, vous faire sauter. » Et puis, tu sais, presque comme dans un western, face à face. Et ensuite, tu sais, qui clignera des yeux le premier? Et ce furent les Soviétiques. Et alors, ils sont partis. Et l'histoire qui en ressort, c'est que si nous acceptons simplement de jouer à un jeu de la poule mouillée, de fixer l'adversaire du regard, alors, face à la puissance des États-Unis, ils reculeront. L'ambassadeur Jack Matlock avance un argument similaire à propos de la fin de la guerre froide. Il soutient que la guerre froide a été déclarée terminée en 1989 à travers des négociations et que la paix a été instaurée grâce à la diplomatie, au dialogue et à un accord visant à construire ensemble une Europe commune. Mais ce n'est pas une histoire amusante ni héroïque. Ainsi, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée exactement 2 ans plus tard, il a écrit dans son livre que la fabrication du mythe avait commencé immédiatement. C'est-à-dire que la guerre froide ne s'est pas terminée. Elle a été gagnée, comme Bush l'a dit peu après dans son discours sur l'état de l'Union. Et on se dit, oui, bien sûr, on veut se vanter, revendiquer la victoire, mais cela a des répercussions plus larges. En effet, une fois qu'on s'engage sur cette voie, la leçon devient que la paix ne se crée pas par la diplomatie, les négociations et le compromis. C'est que nous les avons vaincus, nous les avons affrontés, nous les avons épuisés, et maintenant ils se sont effondrés et nous avons gagné. Et cela engendre, oui, comme l'a dit Matlock, une approche très militariste de la sécurité, où la paix résulte de la défaite des adversaires et non de la diplomatie. Et vous savez, on peut créer une culture politique très dangereuse à partir de cela. Eh bien, je peux simplement dire, pour renforcer ce point, qu'il n'y a pas que Donald Trump qui affirme ne pas reconnaître le droit international. Il est entouré de soi-disant conseillers, Stephen Miller en particulier, qui disent, vous savez, le droit international, ces institutions internationales, ça ne vaut rien. Nous ne les respectons pas. Le cadre institutionnel mis en place après la Seconde Guerre mondiale pour garantir qu'un tel conflit ne se reproduise pas a été complètement rejeté par l'administration Trump. Et donc ceux qui continuent d'essayer eh bien nous sommes en quelque sorte dans une situation semblable à celle de la Société des Nations. La Société des Nations a continué à fonctionner jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais elle était complètement hors de propos. Personne ne reconnaissait son pouvoir ni son autorité. Elle n'avait aucun pouvoir et personne ne reconnaissait son autorité. Je pense que c'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui avec les Nations Unies et les autres institutions internationales. Oui, eh bien, je pense qu'elles se sont un peu érodées d'elles-mêmes après la guerre froide, parce que le droit international, selon la Charte des Nations Unies, repose sur des concessions mutuelles ou une retenue mutuelle. Et cela, bien sûr, se reflétait dans une répartition bipolaire du pouvoir. Maintenant, le problème, c'est que la seule raison pour laquelle les pays acceptent d'adopter une politique étrangère mesurée, c'est l'hypothèse de réciprocité, qui apporte de la prévisibilité. Mais dans un ordre mondial unipolaire, pourquoi un pays se contraindrait-il lui-même? C'est en quelque sorte ce que, vous savez, Stephen Walt considère comme le principal défi. Il supposerait alors que le droit international commencerait à évoluer. Du moins,
C'est ainsi que j'interprète cet ordre international fondé sur des règles. En Occident, nous avons commencé à nous accorder des exceptions. Par exemple, en 1999, lors de la guerre, l'attaque contre la Yougoslavie, on a soutenu que ce n'était pas légal, mais que c'était légitime. Soudain, ces deux notions n'étaient plus équivalentes. Et qu'est-ce qui rend quelque chose légitime, même si ce n'est pas légal? Eh bien, la protection des droits humains, la diffusion de la démocratie. En d'autres termes, l'Occident s'est octroyé le privilège exclusif d'enfreindre le droit international en prétendant être le champion de la démocratie libérale. Et vous avez vu cela être utilisé encore et encore. Mais maintenant, bien sûr, nous sommes à un moment critique où nous nous équilibrons mutuellement et nous devons effectivement rétablir certaines règles. Dans votre article, j'ai trouvé intéressant que vous écriviez que Netanyahou et Trump pourraient chercher une porte de sortie. Je pense que pour Trump, c'est assez évident. Il n'hésite pas à laisser entendre qu'il cherche un moyen de se retirer de cette situation. Il y a beaucoup de rapports à ce sujet. Mais pourquoi Netanyahou voudrait-il mettre fin à cette guerre? Cela semble être la dernière occasion de vraiment neutraliser l'Iran. Après cela, je ne vois pas d'autre opportunité se présenter. Eh bien, premièrement, ils n'ont aucune chance d'éliminer l'Iran. Ils croient bêtement qu'ils en sont capables, mais ce n'est pas le cas. Et la guerre leur coûte désormais très cher. Israël est un petit pays. Sa population est généralement estimée entre 7 et 10 millions d'habitants. J'ignore combien ont fui depuis le début de la guerre, le 28. Mais prenons un peu de recul et regardons ce qu'Israël n'a pas réussi à faire. Ils ont encerclé le Hamas dans un quasi-ghetto, large de 8 km et long de 40, depuis 2 ans et demi, et ils n'ont toujours pas réussi à vaincre le Hamas, alors même qu'ils y ont déployé une armée de 300 000 hommes. Ils ont des chars, de l'artillerie, des avions de combat capables de larguer des bombes, des hélicoptères, bref, ils ont tout. Et le Hamas, lui, dispose essentiellement d'armes de poing, d'armes légères, de fusils, de lance-roquettes. Et Israël n'a pas réussi à les vaincre. Vous savez, il y a eu un soulèvement pendant la Seconde Guerre mondiale à Varsovie, dans le ghetto juif, où un petit groupe de juifs a tenu tête à la Wehrmacht pendant environ 4 semaines. Eh bien, le Hamas fait ici infiniment mieux que tout ce qui a été accompli dans le ghetto de Varsovie. Et en plus de cela, Israël a maintenant décidé, très bien, nous allons envahir le sud du Liban et détruire le Hezbollah. Sauf que, ne l'avait-il pas déjà détruit? Je veux dire, on avait tous les téléphones portables, tu sais, les téléphones qui explosent, qui se sont déclenchés, et les pagés ont explosé et on a tué Nasrallah. Le Hezbollah, c'est fini. Sauf que voyons voir, le Hezbollah a détruit 7 chars Merkava il y a 2 jours, et ils en ont détruit un autre au cours des dernières 24 heures. Donc Israël s'enlise là-dedans, et en plus il lance ses frappes aériennes constantes contre l'Iran. Ils consomment leurs munitions, et ils n'ont pas une base industrielle capable de produire en masse tout ce qu'ils utilisent. Du coup, ils épuisent leur stock de missiles, et ils ont épuisé, ou sont sur le point d'épuiser, leurs missiles de défense aérienne également. Donc, strictement d'un point de vue militaire, on dirait il faut arrêter ça, parce qu'on est en train de se vider de notre sang. Israël n'a pas la même capacité de résistance que l'Iran, simplement à cause de sa taille. Pour que l'Iran cible Israël, il lui suffit de se concentrer sur, disons, 2 villes, Haïfa et Tel Aviv. Mais tu sais, il y a aussi des rapports aujourd'hui selon lesquels il frappe désormais Dimona, l'installation nucléaire de Dimona et les bases militaires de Beersheba. Donc oui, Israël veut que ça s'arrête. Et Alastair Crooke et sa femme, tu sais, publient une analyse hebdomadaire de ce qui est écrit dans la presse en hébreu, et c'est assez différent de ce qu'ils diffusent en anglais.
And it's quite different from what they put out in English. It's like, yeah, we're not going to tell the goyim. C'est un peu comme, oui, on va pas dire aux goyim ce qu'on pense vraiment, tu vois? On va juste garder ça entre nous. Et ils ont remarqué qu'il y a eu un changement radical dans les objectifs. À l'origine, il s'agissait de vaincre l'Iran. Maintenant, c'est plutôt, bon, d'accord, on a essentiellement rendu leur programme d'enrichissement inopérant, donc on peut chercher un accord. Et je pense qu'ils vont essayer. Mais encore une fois, cela ignore le fait que l'Iran a son mot à dire, et l'Iran n'acceptera pas ça. L'Iran acceptera quelque chose, oui, mais à ses conditions. L'une des exigences pourrait être qu'Israël doive se soumettre aux inspections de l'AIEA et signer le traité de non-prolifération. Ou bien l'Iran continuera de bombarder Israël sans relâche. Eh bien, je me demande jusqu'où l'Iran ira dans cette affaire, car il affronte également deux pays, les États-Unis et Israël, tous deux très militaristes par nature, mais aussi deux pays qui associent la sécurité à la domination comme stratégie. Les États-Unis considèrent la primauté mondiale comme la source de leur sécurité, tandis qu'Israël vise la domination régionale. Je me demande simplement jusqu'où les Iraniens peuvent les pousser avant qu'ils ne commencent, tu vois, à envisager d'utiliser des armes nucléaires tactiques ou quelque chose du genre pour faire monter la pression sur les Iraniens. Parce que si j'étais Trump, tu vois, la seule façon de m'en sortir serait de faire comprendre aux Iraniens: nous voulons mettre fin à tout cela. Nous pouvons appeler à un cessez-le-feu. Sinon, nous allons simplement continuer à intensifier et à intensifier. Je pense que le problème, c'est que les Iraniens peuvent se permettre de gravir cette échelle de l'escalade, parce que, tu vois, malgré la douleur à la fin, au moins les États-Unis quitteraient le Moyen-Orient et leurs alliés de première ligne dans le Golfe en auraient fini, en quelque sorte. Mais c'est pour cela que je me pose la question. J'ai trouvé intéressant que le détroit d'Ormuz semble être la partie la plus sensible de tout cela. C'est pour cela que les Américains ne peuvent pas vraiment partir. Parce que, et on le voit aussi dans ses tweets maintenant, il a tweeté que les Européens devraient nous aider à rouvrir le détroit d'Ormuz. Il n'a même pas appelé cela une opération militaire. Il a parlé d'une simple manœuvre militaire à laquelle ils ne veulent pas participer. Et il s'en est servi pour faire pression sur les Européens en disant que l'OTAN n'était qu'un tigre de papier. Les Européens regretteront de ne pas nous avoir aidés, ce qui est, disons, une sorte de menace voilée. Puis il revient plus tard, enfonçant le clou avec un autre tweet, disant « Soit vous nous aidez à Ormuz, soit je pourrais prendre le Groenland. » C'est tout de même un sacré ultimatum. Il ne semble donc pas prêt à abandonner ou à remettre complètement le contrôle d'Ormuz aux Iraniens non plus, car il s'en servirait, bien sûr, pour chasser les Américains de la région. Eh bien, son désespoir, je veux dire, il se comporte comme un homme en train de se noyer. Vous savez, le Titanic a coulé, vous êtes dans des eaux glacées et vous vous débattez pour trouver un moyen de vous sauver. C'est là qu'il en est. Il est en quelque sorte dans une partie de poker avec l'Iran, sauf que l'Iran est dans une bien meilleure position. Il a de meilleures cartes et plus d'argent. Ils ne sont pas aussi riches que les États-Unis, mais la capacité de l'Iran à faire monter les enchères est supérieure à celle des États-Unis. Oui, les États-Unis peuvent utiliser l'arme nucléaire. Et ensuite, ils se retrouvent dans une confrontation nucléaire avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Il n'existe aucun moyen pour les États-Unis d'utiliser des armes nucléaires sans en payer le prix. Je veux dire, encore une fois, il est difficile d'imaginer à quoi ressemblerait le monde après cela. Mais vous savez, les affaires, comme d'habitude, s'arrêteraient net. Les États-Unis ne sont donc pas disposés à intensifier militairement jusqu'au niveau où ils pourraient avoir une chance de vaincre l'Iran,
car cela nécessiterait probablement une armée de 3 millions d'hommes, ce qui paralyserait une grande partie de l'économie et la concentrerait sur la production d'armes. Vous savez, à l'heure actuelle, ils ont pratiquement épuisé leur stock de missiles Patriot PAC-3. C'est la même chose pour cela. S'il leur en reste encore quelques-uns, ils n'en ont pas en quantité suffisante pour un futur conflit. Donc vous savez, Trump veut se retirer, mais c'est un narcissique. Il ne peut pas admettre l'échec. Et l'Iran s'en moque. L'Iran n'est pas là pour protéger l'ego de Donald Trump. Vous savez, l'Iran détient la supériorité morale. Iran holds the moral high ground. It was attacked in a ruthless, vicious. Elle a été attaquée de manière impitoyable et brutale, dans le but de décapiter sa direction et de laisser le pays sans gouvernail. Mais les Iraniens s'y étaient préparés. Et maintenant qu'ils ripostent, eh bien, on disait « Oh, nous avons une suprématie aérienne totale. Ah oui, ce F-35 a été abattu hier ou avant-hier, et il a réussi à regagner tant bien que mal un territoire ami et à atterrir dans l'un des aéroports arabes du Golfe. Mais l'Iran dispose encore de nombreuses ressources. Plus important encore, il a la Russie et la Chine de son côté. La Russie et la Chine ne laissent pas l'Iran se battre seul. Ils lui apportent un soutien considérable en matière d'aide, d'assistance économique, d'armement, et vous savez, de drones. Ils contribuent à réapprovisionner les drones. Donc cette affaire va continuer à moins que Donald Trump n'accepte les conditions que l'Iran va exiger. Sinon, cette guerre va s'éterniser et elle détruira sa présidence. Eh bien, le désespoir s'est clairement installé. C'est pourquoi Trump a besoin d'une porte de sortie. Mais nous voyons maintenant qu'un grand nombre de marines américains sont déjà partis, se dirigeant vers la région. Pas autant qu'on pourrait s'y attendre si l'on prévoyait de prendre un vaste pays montagneux comme l'Iran, avec plus de 90 millions d'habitants. À ton avis, quels sont les objectifs de ces troupes au sol? Vont-ils s'emparer de petites îles? Vont-ils envahir le Yémen pour s'assurer que la mer Rouge ne soit pas fermée? Enfin, selon toi, quel pourrait être leur objectif? Il n'y a aucun objectif militaire rationnel. Mettons cela en perspective. La zone le long du détroit d'Ormuz, la côte iranienne, s'étend sur environ 100 000. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le jour du débarquement en Normandie, la zone de plage faisait 50 000 de long. Ce dont nous parlons aujourd'hui correspond donc à un territoire 2 fois plus grand que la Normandie. En Normandie, les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne ont débarqué avec 165 000 soldats. Les 2 MEU, unités expéditionnaires des marines, la 11e et la 31e, comptent chacune entre 2200 et 2500 marines. Donc au total, environ 5 000 marines. Parmi ces 5 000 marines, il n'y a qu'environ 2000, peut-être 2500 soldats d'infanterie réellement engagés au sol. Tous les autres ont un rôle de soutien. Alors, voyons si j'ai bien compris. Nous allons essayer de prendre un territoire 2 fois plus grand que la plage de Normandie. J'ai oublié de préciser qu'il s'agit essentiellement de falaises abruptes, avec de petits bouts de plage ici et là, mais des falaises tout le long. Un territoire difficile à attaquer et assez facile à défendre. Ah, et j'ai aussi oublié que dans ces falaises se trouvent des grottes. Les Iraniens ont creusé des grottes au cours des 35 dernières années et y ont installé des missiles capables de tirer sur les navires dans le golfe Persique. Donc franchement, tout cela n'a absolument aucun sens. Oh, et alors, comment vont-ils faire débarquer ces marines? Si les navires s'approchent, chacun de ces MEU dispose d'un bâtiment qui ressemble à un porte-avions et il transporte quelques F-35B. Ils peuvent décoller verticalement. Il y a aussi des hélicoptères, des Osprey. Mais ces navires, s'ils s'approchent à moins de 800 km des côtes iraniennes, seront attaqués
tout comme l'a été l'Abraham Lincoln. Et l'Abraham Lincoln a subi des dommages et a dû quitter la zone. Donc, pour que ces marines soient déployés quelque part, il faudrait rapprocher les navires suffisamment pour qu'ils deviennent vulnérables aux attaques de missiles et de drones. L'Iran dispose également de missiles sous-marins, en gros des drones, qui peuvent être guidés comme une torpille classique, sauf qu'ils sont manœuvrables. Et puis, ils ont des sous-marins. Ça n'a aucun sens. Mais supposons d'accord qu'ils parviennent d'une manière ou d'une autre à franchir le détroit, à atteindre l'île de Karg et à y débarquer les 5000 marines. Comment vont-ils être ravitaillés, premièrement? Deuxièmement, ils se trouvent sur ce que j'ai appelé l'île de Karg. C'est l'île aux serpents avec du pétrole. L'île aux serpents se trouve dans la mer Noire. C'est un affleurement rocheux sur lequel Ukrainiens et Russes ont tour à tour débarqué et revendiqué le contrôle. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune protection. On est complètement exposé. Donc si les marines débarquent sur l'île de Karg, ils vont être frappés par des drones, des missiles et de l'artillerie. Ce sera un bain de sang pour les États-Unis. Et là, on prend du recul et on se demande, d'accord, quel est l'objectif ici? Oh, nous allons couper le flux de pétrole iranien. Eh bien, attendez une seconde. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, vient d'annoncer qu'il lève toutes les sanctions sur le pétrole iranien, car ils en ont besoin pour maintenir l'approvisionnement et éviter que les prix ne s'envolent et que l'inflation ne s'aggrave encore. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y avait des incohérences ici. Donc je ne sais pas. Je pense qu'ils essayent peut-être d'utiliser cela comme une manœuvre de diversion. Vous savez, ils font venir les marines parce qu'en réalité, ils vont tenter de lancer une opération militaire pour s'emparer de l'uranium enrichi à l'intérieur de l'Iran. Encore une fois, une mission impossible. Mais ils réfléchissent de manière très étrange. Ce n'est pas cohérent, et cela ne reconnaît certainement pas qu'il existe désormais des limites au pouvoir des États-Unis. Eh bien, une autre nouvelle que nous avons maintenant, c'est que les Iraniens, je crois, ont lancé 2 missiles balistiques en direction de Diego Garcia, la base stratégique dans l'océan Indien. Cela semble indiquer que les missiles iraniens sont nettement plus performants, avec une portée bien plus grande qu'on ne le pensait auparavant. Apparemment, les 2 ont été interceptés en route, mais malgré tout, cela semble modifier considérablement la situation stratégique. Soudainement, l'Iran peut frapper au moins toutes les régions de l'Europe, en supposant que Diego Garcia était la destination visée. Cela pourrait aller encore plus loin. On pourrait penser que cela remet en question certains des calculs des Européens quant à leur participation ou non à cette guerre. Parce que si eux aussi s'en mêlent et que les Iraniens disposent de missiles capables de frapper, alors je suis sûr que les Russes seront très heureux de partager certaines données de ciblage, peut-être sur des usines militaires allemandes ou sur les sites britanniques où sont fabriqués les Storm Shadow. Il semble que toutes ces guerres soient très interconnectées. On a l'impression que tout cela pourrait très vite devenir incontrôlable s'ils décident de continuer à gravir cette échelle de l'escalade. Parce que, enfin, quelle autre signification voyez-vous à ces capacités, à ces missiles? On nous avait dit qu'ils avaient épuisé tous leurs missiles et qu'ils en avaient pratiquement fini avec eux. Oui, les Iraniens avaient dit « Nous gardons nos meilleures armes pour plus tard ». Donc soit les Américains mentaient, soit les Iraniens. Mais maintenant que ces missiles entrent en jeu, on ne peut s'empêcher de penser que peut-être les Iraniens, eh bien, il y avait au moins une part de vérité dans ce qu'ils disaient. Eh bien, en fait, j'ai vu hier quelque chose affirmant que les États-Unis et Israël réunis avaient détruit 320% de la capacité de missiles de l'Iran. 320%, hein. C'est bien. Écoutez, j'ai toujours dit, vous l'avez vu aussi en Ukraine,
qu'ils interceptent 200 missiles sur 150. Oui, oui. Et en fait, comme nous en avons parlé la dernière fois, quand on regarde le nombre de missiles PAC-3 du système Patriot, les États-Unis n'en ont produit que 4620. Ceux-là peuvent abattre environ 2310 missiles balistiques. Or, la Russie en a tiré plus de 12 000. Donc bon, les chiffres ne collent tout simplement pas. Mais la capacité de missiles de l'Iran est enfouie sous terre. Leurs installations de production sont souterraines. Et les États-Unis, à moins d'avoir une source humaine qui soit entrée là-bas pour compter et fournir des informations directes, n'ont aucune idée de ce qui s'y trouve. Maintenant, Israël a eu de bons renseignements, mais dans ce cas, ils se sont lourdement trompés. Je serais prêt à parier que les missiles tirés sur Diego Garcia n'étaient pas nécessairement conçus pour atteindre Diego Garcia, mais pour les forcer à tirer une partie de leurs missiles de défense aérienne, dont les stocks sont limités. En fait, je pense que l'Iran pourrait continuer à faire cela jusqu'à épuiser les réserves de défense aérienne à Diego Garcia. Ensuite, ils envoient les véritables missiles capables de l'atteindre. Donc, vous savez, l'Iran a adopté une stratégie assez fascinante. Ils ne tirent pas à l'aveuglette, ils agissent de manière très méthodique, et ils ont dit, vous touchez à nos installations pétrolières, nous toucherons aux vôtres. La possibilité de relancer la production pétrolière existe toujours. Je veux dire, elle n'a pas été détruite dans le golfe Persique, au point qu'il faille forer de nouveaux puits et reposer des oléoducs, etc. Mais si les États-Unis, dans leur désespoir, empruntent cette voie, l'Iran, eh bien, l'approvisionnement mondial en pétrole serait paralysé pendant des années, pas seulement un mois ou deux, mais au moins 2 à 3 ans. Eh bien, comment aborderais-tu ce problème alors? Si Donald Trump décroche le téléphone aujourd'hui et appelle Larry Johnson, que lui dirais-tu pour s'en sortir? Parce que s'il cherche clairement une porte de sortie, je n'en vois pas. Je pense que c'est là le principal problème. Quelles que soient les exigences des Iraniens, que ce soit se retirer de la région ou imposer certaines limites ou contraintes à Israël, rien de tout cela ne semble à sa portée. Il doit trouver un moyen de s'en sortir. Sa porte de sortie doit inclure un élément lui permettant, je suppose, de déclarer une victoire, aussi creuse, vide ou manifestement absurde soit-elle. Il doit quand même offrir quelque chose à sa base, en disant « Regardez, nous avons gagné. Regardez tout ce que nous avons détruit. Combien de personnes nous avons tuées. » Mais il ne pourra pas vendre cela s'ils doivent se retirer de leur base ou quelque chose du genre. Eh bien, il pourrait en fait, vous savez, appeler cela la résurrection du JCPOA, sans l'appeler ainsi. Je peux imaginer un scénario, même si je reconnais qu'il est peu probable, dans lequel Trump pourrait nous sortir de ce pétrin en déclarant « Et nous avons atteint nos objectifs militaires. Nous avons vaincu l'Iran. » Et comme preuve, l'Iran a maintenant accepté de permettre des inspections complètes de l'AIEA sur ses sites nucléaires, de garantir qu'il n'enrichit pas d'uranium et de rester membre du traité de non-prolifération. Ainsi, en conséquence, nous n'avons plus besoin d'une présence militaire dans le golfe Persique, puisque l'Iran a accepté de se comporter et de faire partie de la communauté des nations. Vous savez, il pourrait peut-être le présenter de cette façon. Mais l'Iran, eh bien, peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'à ce stade, l'Iran soit prêt à se soumettre à une quelconque forme de contrôle international sur ses capacités d'enrichissement nucléaire. Je pense qu'il y a peut-être une prise de conscience qui doit suivre la voie de la Corée du Nord. La Corée du Nord a la bombe et le reste du monde la laisse tranquille. C'est comme un port épique. Donc c'est à peu près la seule option de Donald Trump. Il doit déclarer la victoire,
mais en la déclarant, il va lever toutes les sanctions contre l'Iran et retirer les forces militaires américaines du Golfe Persique. Cela, bien sûr, va mettre les sionistes en colère. Mais Trump, eh bien, les dégâts qu'il a causés à sa coalition ou à la coalition qu'il a fait élire sont immenses, dévastateurs. On voit même maintenant Tucker Carlson s'exprimer fermement contre Trump à ce sujet. Il y a Marjorie Taylor Greene, Joe Rogan, Dave Smith, un humoriste très populaire, et Candace Owens. Elle a des millions d'abonnés à son blog ou à son podcast. Donc il y a vraiment un nombre croissant de personnalités influentes des médias alternatifs qui condamnent Trump. Et je ne vois pas de retour possible pour lui à ce stade. Cela a été un coup fatal pour sa présidence. La seule chose qu'il avait, c'était la crédibilité d'un homme qui ne déclencherait jamais une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Et bon sang, il en a déclenché une, et il ne peut pas l'arrêter. Eh bien, je pensais qu'une proposition vraiment audacieuse consisterait essentiellement à relier cela à America First. C'est la nouvelle stratégie de sécurité nationale de décembre 2015. Elle abordait plus ou moins cette nouvelle répartition multipolaire du pouvoir, en suggérant que nous ne pouvons pas être partout, donc nous devons établir des priorités. Concentrons-nous sur l'hémisphère occidental, car nous ne pouvons pas laisser les Chinois dominer dans notre arrière-cour. Et bien sûr, l'Asie de l'Est, c'est là que se trouve notre concurrent de même niveau. Mais vous savez, cela signifie réduire, ou du moins diminuer, voire se retirer de l'Europe et du Moyen-Orient. Ce serait l'objectif. C'est en quelque sorte sur cela qu'il a fait campagne. C'est ce que la paix impliquait. Parce que c'est seulement dans le dernier tweet qu'il dit, tu sais, que l'OTAN est un tigre de papier, que les Européens nous ont trahis, qui vont le regretter. Je veux dire, c'est une occasion parfaite de se retirer d'Europe. Et cela s'accompagne aussi de ces commentaires selon lesquels, eh bien, le détroit d'Ormuz ne transporte pas notre énergie, donc ce n'est pas notre responsabilité. Nous avons essayé d'amener le reste du monde à se joindre à nous pour nous aider à l'ouvrir, mais ils ne l'ont pas voulu. Tu vois, ils pourraient jouer cette carte et en somme, se retirer d'Europe et du Moyen-Orient. Si tu laisses la région du détroit d'Ormuz à l'Iran, c'est exactement ce que tu obtiens. Les États-Unis auraient une présence très réduite dans la région. Mais je ne pense pas, encore une fois, il n'est pas un roi. Il ne peut pas tout décider lui-même. J'ai simplement beaucoup de mal à imaginer Trump capable de réussir un tel coup. Et puis, c'est difficile de présenter cela comme une victoire. Vous savez, si vous partez la tête haute, peut-être, mais si vous partez comme en Afghanistan, en fuyant précipitamment parce que vous avez été vaincu, vous ne pouvez pas vendre cela comme une victoire. Et une grande partie du problème a été centrée sur, eh bien, beaucoup des échecs de cette guerre tiennent à la capacité de la vendre. Les récits partent dans tous les sens. Eh bien, en fait, c'était la première erreur fatale qu'il a commise. Même George W. Bush avait compris qu'il devait présenter des arguments et a essayé d'en présenter à l'ONU, mais il devait aussi convaincre le peuple américain de la nécessité d'envahir l'Irak. Tout cela était mensonger, mais le peuple américain y a cru. Il bénéficiait donc d'un soutien majoritaire au départ. Cependant, il a aussi découvert que ce soutien était assez fragile et s'est évaporé lorsque le mission accomplie s'est transformé en une longue guerre de guérilla. Et vous savez, l'un des aspects intéressants de cette guerre de guérilla, c'est qu'il y avait des chiites qui s'opposaient aux États-Unis, mais aussi des groupes chiites soutenus par l'Iran qui combattaient aux côtés des États-Unis contre les membres de l'État islamique. Donc vous savez, encore une fois, les États-Unis n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'engageaient,
la complexité de la situation, et maintenant nous sommes coincés car nous devons dépenser des ressources militaires. Et certaines de ces bombes, pour en fabriquer de nouvelles, nécessitent quelque chose qu'on appelle le gallium. Eh bien, cela vient de Chine. Et la Chine a dit « Désolé, nous ne vous en enverrons plus ». Ils ont également coupé l'accès aux terres rares, qui sont essentielles pour certains systèmes d'armes et armements, des choses comme les radars. Donc vous savez, les États-Unis ont perturbé et peut-être même endommagé de façon permanente leur chaîne d'approvisionnement nécessaire au fonctionnement du complexe militaro-industriel. Et en même temps, cela consomme des ressources qui ne sont pas facilement remplaçables. Donc vous savez, elles ne vont pas s'épuiser demain, mais ils se préparent toujours à une confrontation. Vous savez, nous allons avoir une confrontation avec la Chine. Et la Chine, intelligemment, se dit « Ces imbéciles vont nous attaquer s'ils en ont l'occasion. » Alors n'allons pas les armer, ni leur donner ce dont ils ont besoin pour fabriquer des armes qu'ils utiliseront contre nous. Non, cela n'arrivera pas. Eh bien, les radars dont vous parlez coûtent des centaines de millions de dollars et ils nécessitent du gallium. Le problème, ce n'est pas seulement que la Chine exerce un contrôle écrasant, c'est que 88 à 99% de la production se trouve en Chine. Ce qui signifie que si les États-Unis veulent faire la guerre à la Chine, ils doivent en quelque sorte demander à la Chine la permission de leur vendre les terres rares dont ils ont besoin pour l'attaquer. Donc, c'est un jeu vraiment horrible qui se joue ici. Je veux dire, disons les choses ainsi. Glenn, pourrais-tu me vendre? Disons que je veux t'acheter une arme et des munitions parce que je compte t'en servir pour te tuer. Alors, à quel prix me la vendrais-tu? Je ne pense pas que tu me la vendrais. non, et je pense que... Mais aussi, si les Chinois voulaient perturber et refuser les ventes aux États-Unis, cela pourrait être perçu comme une perturbation du commerce international. Mais le fait est que les États-Unis ont déjà lancé cette guerre commerciale contre la Chine. Donc s'ils ripostent en limitant ce type de terres rares, cela semble approprié. Donc non, c'est juste la grande stratégie globale ici. Tout semble être une absence totale. La grande quoi? Quel était ce mot que tu as utilisé? C'était stratégie. Oui, chaque fois que j'emploie le mot stratégie, quand je parle à des gens comme le colonel Douglas McGregor, il me dit toujours « Glenn, il n'y a pas de stratégie. Arrête d'utiliser ce mot. » Ouais. Oh, je serais comme Mandy Patinkin dans le film The Princess Bride. Et ton pote Sean, tu vois, stratégie. Et Sean dans le film n'arrêtait pas de dire « inconcevable, inconcevable ». Et Mandy Patinkin a fini par dire « Je ne crois pas que ce mot signifie ce que tu penses qu'il signifie. » En tout cas, merci d'avoir pris le temps pendant ton week-end chargé. J'apprécie vraiment. Et oui, passe une bonne journée. D'accord, mon ami, prends soin de toi.